Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'excellent Sayed Mohammad Marandi pour nous donner un aperçu des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Nous voyons maintenant que les États-Unis et Israël ont posé un ultimatum à l'Iran. Conclure un accord où ils attaqueront. Que pensez-vous de ces menaces et comment pensez-vous que l'Iran va y répondre? Il sera très difficile pour les États-Unis d'attaquer l'Iran, car bien qu'ils aient des bases dans toute la région, je pense qu'ils subissent déjà beaucoup de pression de la part des régimes du Golfe Persique pour ne pas utiliser leurs bases, même si cela ne les aidera pas, car les bases américaines sont déjà utilisées pour obtenir des renseignements. Elles ont été utilisées contre l'Iran lorsque l'Iran a riposté contre le régime israélien. Ces bases ont de nombreuses fonctions, et les Américains les utilisent de nombreuses manières différentes. Il ne s'agit pas seulement d'avions décollant des pistes. Mais malgré tout, les Américains utiliseraient probablement Diego Garcia, qui est très éloigné, et les B-2 et B-52 devraient voler jusqu'à Isfahan. Je suppose que cela fait quelque chose comme 5000 kilomètres, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, les défenses aériennes iraniennes sont très capables, et ces avions auront du mal à avoir des escortes. Je supposerais qu'ils devraient amener quelques porte-avions dans l'océan Indien. De plus, les systèmes anti-navires iraniens sont... Je sais que les Iraniens peuvent couler un porte-avions et d'autres navires à 2200 km. Je ne sais pas s'ils ont une portée plus longue que cela actuellement, mais il serait très difficile pour les Américains de mener une frappe sur l'Iran. C'est le point, et ils seraient très vulnérables. Les Israéliens, s'ils devaient attaquer les Iraniens, nous avons déjà vu cela se produire auparavant. Leurs capacités sont limitées. Ils peuvent dire qu'ils ont détruit les défenses aériennes iraniennes, mais c'est évidemment absurde. S'ils l'avaient fait, ils n'attendraient pas pour frapper à nouveau l'Iran. Ils le feraient tous les jours comme ils le font en Syrie. En fait, la Syrie est un très bon exemple. Les défenses aériennes de la Syrie ont toujours été faibles, mais le régime israélien les bombarde toujours, comme nous l'avons vu littéralement il y a quelques heures. Donc, si le régime israélien devait frapper l'Iran, l'Iran riposterait très durement. L'Iran prévoit déjà de frapper les Israéliens. C'est sur la table. C'est quelque chose qui arrivera finalement, que le régime israélien frappe ou non, cela va quand même se produire. Et donc, les Israéliens ont ce problème, et les Américains ont leur propre problème. Une guerre avec l'Iran n'est tout simplement pas possible alors, peu importe comment je le vois. Les Américains, s'ils veulent vraiment combattre l'Iran, doivent mobiliser 1 million et demi de soldats, ce qui prendrait de nombreux mois. Et pourtant, les Iraniens détruiraient. Ils ne peuvent pas protéger leurs actifs dans le Golfe Persique. Ce n'est tout simplement pas faisable avec toutes ces bases souterraines de drones et de missiles. Je ne dis pas que les Américains ne le feront pas ou que les Israéliens ne le feront pas. Mais je pense que ceux qui sont sains d'esprit à Washington s'y opposeraient certainement. Et finalement, si cela se produit, les dommages qu'ils se feraient à eux-mêmes seraient plus importants que les dommages qu'ils peuvent infliger à l'Iran. Quelques avions ne peuvent pas nuire significativement à l'Iran. Eh bien, vous dites que, même si cela pourrait ne pas être rationnel et qu'ils ne peuvent pas gagner, ils pourraient le faire quand même. Et on peut soulever beaucoup de problèmes ici. C'est-à-dire que si les États-Unis se sont retirés de l'accord précédent, je serais tout à fait d'accord pour dire que l'Iran n'a pas vraiment beaucoup de raisons de faire confiance aux États-Unis. Il est également probable qu'il se retirerait d'un futur accord. De plus, en effet, pour que l'Iran accepte cela,
Cela pourrait créer un précédent très dangereux en se laissant intimider. D'un autre côté, cependant, si vous pensez qu'ils pourraient attaquer quand même s'ils ne seront pas en mesure de gagner, une telle guerre serait assez dévastatrice. Pensez-vous qu'il y ait un désir ou une préparation au sein du gouvernement iranien pour essayer de parler aux Américains afin de trouver un terrain d'entente acceptable? Ou est-ce que cela? Comment voyez-vous cela? Je ne pense pas que les Iraniens aient offert quelque chose de nouveau. Ils ont rejeté les pourparlers directs et je pense que c'était une étape importante. Nous avons également vu le Dr Larijani, le conseiller principal du leader, apparaître à la télévision et dire que si les États-Unis frappent notre programme nucléaire pacifique, l'Iran développera une arme nucléaire ou développera des armes nucléaires. Et il a dit que nous avons déjà pris les précautions nécessaires. Même s'ils frappent, ils ne pourront pas retarder notre programme, ce qui signifie que l'Iran pourra, qu'il frappe ou non, développer très rapidement une arme nucléaire ou des armes nucléaires. Donc, ces deux messages ont déjà été envoyés aux États-Unis et à l'Occident en général. Et je pense que cela rend la situation d'autant plus difficile pour les États-Unis. Que voulait-il dire exactement par le fait qu'ils ne peuvent pas retarder notre programme nucléaire dans le contexte d'une arme nucléaire? Je peux deviner ce que cela signifie, mais je ne veux pas le dire parce que je ne sais pas. Et je ne veux pas dire quelque chose dont je ne suis pas sûr. Mais je pense que nous devons le prendre au pied de la lettre. Et cela signifie que si les États-Unis frappent, l'Iran aura très rapidement des armes nucléaires et ils auront la capacité de les lancer. Voilà ce que l'Iran a fait. L'Iran, bien que je doive le souligner, a également déclaré une fois de plus qu'il poursuivra les négociations indirectes. En d'autres termes, il ne va rien interrompre. Ce sera comme d'habitude. Parce que nous avons eu des négociations indirectes pendant toutes ces 40 et quelques années. Il y a eu quelques cas où nous avons eu des négociations directes, comme pour le JCPOA, l'accord nucléaire. Mais les négociations n'ont jamais été complètement interrompues. Donc, je ne pense pas que les Iraniens aient pris des mesures qui rendraient les Américains heureux. Je pense que c'est l'inverse, le contraire. Cependant, lorsque Trump a fait certaines de ces déclarations, cela semblait indiquer qu'il est, vous savez, lorsque nous avons entendu des Américains qu'ils envisagent l'offre iranienne pour des négociations indirectes, je pense que c'est peut-être un signe qu'ils cherchent une sortie, parce que l'Iran n'a rien offert de nouveau. Cela a toujours été là. Rien de nouveau n'a été proposé par les Iraniens. Donc, cela pourrait être interprété comme un changement dans la politique américaine. Mais un changement dans la politique américaine sous Trump ne signifie vraiment rien. Parce que tard dans la nuit, il peut soudainement décider de publier quelque chose sur Internet ou de dire quelque chose aux journalistes à bord d'Air Force One ou tôt le matin. Le petit déjeuner ne l'a peut-être pas rendu très heureux et il pourrait dire quelque chose à ce moment-là. Donc un changement dans la politique américaine n'est pas vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons compter. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas vraiment possible de donner quoi que ce soit à Trump. Vous savez, de lui faire des concessions. Parce que Trump n'est pas une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Les États-Unis ne peuvent pas être dignes de confiance. Mais Trump en particulier, c'est quelqu'un qui, vous savez, regardez simplement les tarifs et ce qui se passe avec le Canada et comment chaque jour les choses changent. Chaque jour, la politique sur les tarifs change. Nous avons vu tant de changements. Et les États-Unis ne sont tout simplement pas fiables pour les Iraniens. Donc je pense que la priorité en ce moment pour l'Iran est d'être fort. D'après ce que je comprends, ils se préparent au pire. Et je pense que les gens dans les pays du Golfe Persique,
comme les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et l'Arabie saoudite, s'ils n'ont pas besoin d'y être, je partirai. Vous avez été conseiller pour l'équipe de négociation nucléaire de l'Iran. Comment définiriez-vous la posture nucléaire de l'Iran? Est-il correct de la définir comme un État au seuil nucléaire, c'est-à-dire qu'il possède les capacités scientifiques, techniques et matérielles pour développer une arme nucléaire? Franchir cette ligne serait facile, mais il a décidé de ne pas la franchir. Est-ce la bonne définition de la situation de l'Iran? Y aurait-il d'autres scénarios? Ou pensez-vous que l'Iran, comme vous l'avez dit auparavant, développerait une arme nucléaire s'il était attaqué? Encore une fois, avec Trump menaçant, ou la simple quantité de menaces crédibles, suffirait-elle à convaincre le gouvernement iranien qu'il doit avoir un moyen de dissuasion? Je sais que vous n'êtes pas chargé de décider de la politique, mais comment interprétez-vous, je suppose, votre impression du gouvernement iranien? Your impression from the Iranian government. Oui, il ne fait aucun doute que l'Iran est un État seuil. Je considérerais l'Iran comme l'un des 10 pays les plus avancés en matière d'énergie nucléaire, plus avancés que la Corée du Nord. Probablement, les seuls pays plus avancés que l'Iran seraient les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être le Japon, peut-être le Brésil. C'est à peu près tout. Je pense qu'en dehors de ces pays, l'Iran est désormais le pays le plus avancé. Il peut rapidement développer des armes nucléaires et a la capacité de lancer ces armes nucléaires. Maintenant, avec l'avancement de la technologie et la manière dont les ordinateurs fonctionnent de nos jours et l'intelligence artificielle, il n'est pas nécessaire de faire exploser une bombe ou de faire un test pour s'assurer qu'elle est opérationnelle. Tout peut être fait par simulation. Donc je n'ai aucun doute que les Iraniens ont cette capacité. Ils ont cette capacité depuis un bon moment. Je pense que la différence entre maintenant et, disons, il y a 10 ans, c'est qu'ils sont probablement capables de le faire très rapidement maintenant. Peut-être qu'il y a 10 ans, ça aurait pris, je ne sais pas, quelques mois ou quelque chose comme ça. Mais cette capacité existe. L'Iran veut-il une arme nucléaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Iran ait jamais voulu une arme nucléaire. Je ne pense pas qu'avant 2003, l'Iran cherchait des armes nucléaires. Je ne pense pas, aujourd'hui, alors que nous parlons, l'Iran cherche des armes nucléaires. Les Iraniens croient que les armes nucléaires posent problème, parce qu'une fois que vous les avez, tout le monde les veut. Ce n'est pas seulement un problème du régime israélien ou des États-Unis. C'est un problème où de petits pays pourraient les rechercher à l'avenir pour leur propre sécurité. Et beaucoup de ces pays ne sont pas très stables. Aucun des pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique n'est stable. Ce sont tous des dictatures familiales. Aucun des pays arabes de la région n'est stable. La Turquie de nos jours, nous voyons les problèmes à l'intérieur de la Turquie. Ensuite, nous avons l'Asie centrale. Donc, les armes nucléaires ne sont pas quelque chose que les Iraniens croient devoir posséder. Mais la raison pour laquelle l'Iran est un État seuil est que l'Iran a déjà été menacé par des armes nucléaires. Hillary Clinton a une fois menacé l'Iran. Je me souviens d'une instance où elle a menacé l'Iran avec des armes nucléaires. L'ancien président français a menacé l'Iran avec des armes nucléaires. Le régime israélien a, pendant ce génocide à Gaza, eu un ministre qui a menacé d'utiliser une arme nucléaire ou proposé d'utiliser une arme nucléaire à Gaza. Différentes personnes l'ont dit à plusieurs reprises. Ensuite, Netanyahou se rend sur le site nucléaire du régime israélien et menace l'Iran de là, envoyant son propre message. Donc, être un État au seuil a un but. Cela dit essentiellement, nous n'avons pas l'arme, mais ne pensez pas que vous pouvez nous menacer avec des armes. Mais si l'Iran est contraint d'avoir une arme, il l'aura. Je pense que ce que le Dr Larijani a dit, la phrase la plus importante en fait,
était que vous nous attaquiez ou non, vous ne pouvez pas retarder notre programme nucléaire. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas retarder notre capacité à produire une arme nucléaire. Je ne pense même pas qu'ils puissent détruire le programme nucléaire pacifique parce qu'il est très profondément enfoui. Mais les Iraniens se préparent à la guerre avec les États-Unis depuis le 11 septembre. Depuis qu'ils sont entrés en Afghanistan, puis en Irak, les Iraniens se préparent à la guerre. Et c'est de cela qu'il s'agit, avec toutes ces bases de missiles souterraines et bases de drones. D'après ce que j'ai entendu, les Iraniens ont investi beaucoup d'argent dans la R&D, mais aussi pour rendre leurs drones et armes plus précis au cours des 3 ou 4 derniers mois. Beaucoup d'argent est investi dans cela, d'après ce que j'entends. Donc littéralement, l'Iran dispose de centaines de milliers de missiles et de drones qui peuvent détruire tout dans la région du Golfe Persique et bien au-delà. Ils ont donc une capacité conventionnelle pour dissuader toute attaque, pour la rendre insensée. Mais ils développeront une arme nucléaire. Et les États-Unis, d'après ce que le Dr Larijani a dit, ne sont pas en position de l'arrêter. Mais la raison pour laquelle le Dr Larijani dit cela, comme vous le savez sûrement, est de dissuader les États-Unis. En d'autres termes, l'Iran dit que, regardez, vous vous comportez normalement. Eh bien, les États-Unis ne peuvent pas se comporter normalement. Mais vous vous abstenez de prendre la décision insensée d'attaquer l'Iran. Nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires. Mais si vous le faites, alors nous le ferons. Ce n'est plus ce que le Dr Karazi a dit, un autre conseiller moins haut placé du leader. Il a dit 2 ou 3 fois que l'Iran changera sa posture nucléaire. Non, le Dr Larijani a dit que nous développerons une arme nucléaire et que vous ne pouvez pas retarder notre programme. Donc, c'est une nouvelle déclaration. L'Iran est poussé. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'Iran devrait développer une arme nucléaire maintenant. Et il y en a beaucoup en Iran qui disent que, probablement, le public soutient maintenant le développement d'une arme nucléaire. Avant, c'était divisé. Je suppose juste parce que je n'ai pas vu de sondage récent. J'ai vu des sondages plus anciens. C'était généralement moitié-moitié. Mais dans ces circonstances, j'imagine qu'une majorité substantielle d'Iraniens croient que nous devrions développer une arme nucléaire maintenant. Mais je fais partie de cette école impopulaire qui croit que ce que le Dr Larijani a dit est suffisant. Et je pense que c'était la position appropriée à prendre. Eh bien, les agences de renseignement américaines semblent être d'accord, car elles disent aussi que l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. D'un autre côté, Israël dit depuis 20 ans que l'Iran est à quelques mois d'une arme nucléaire. Donc, je suppose qu'il y a un désaccord là-dessus. Cependant, si les États-Unis voulaient, je suppose, reconsidérer ce qu'ils ont fait en se retirant du JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire, voyez-vous une possibilité de restaurer cet ancien accord dans la forme dans laquelle il a été laissé? Ou comment? Non, pas sous cette forme. Le programme nucléaire iranien a beaucoup progressé depuis 2015, et surtout depuis que Trump est parti. Parce que l'Iran a fermé la plupart du programme. Et puis quand Trump est parti, l'Iran a continué à respecter le JCPOA pendant une année entière. Après un an, l'Iran a commencé à réduire progressivement ses engagements. Donc, 2 ans après le départ des Américains, les Iraniens ont entièrement relancé leur programme. Depuis lors, ils y ont beaucoup investi, en partie pour avoir un levier. C'est pourquoi l'Iran, par exemple, produit de l'uranium enrichi à 60%. Certains demandent pourquoi l'Iran le produit alors qu'il n'en a pas l'utilité. Je veux dire, nous n'avons pas encore de sous-marin nucléaire et nous ne l'utilisons pas encore pour produire des médicaments. Alors pourquoi l'avons-nous? C'est pour avoir un levier. C'est pour être utilisé à la table des négociations.
Quand ou si des négociations pour un nouvel accord ont lieu dans 5 ans, si jamais, le programme nucléaire de l'Iran aura beaucoup progressé. L'Iran ne laissera personne négocier cela, et il ne reviendra pas en arrière, surtout que nous avons payé un prix énorme. La raison pour laquelle nous avons développé le programme nucléaire est à cause des sanctions de pression maximale, et ces sanctions n'ont jamais été levées. Sous Obama, certaines sanctions ont été assouplies, mais il a violé l'accord dès le premier jour, puis il a de plus en plus violé l'accord jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions. Et ensuite, Trump a déchiré l'accord. Cela nous amène à l'autre problème, à savoir que dans le futur, si l'Iran doit négocier avec les États-Unis, nous devrons avoir des assurances qu'ils ne violeront pas l'accord. Ce sera donc un type d'accord très différent s'il y en a un à l'avenir, où les Américains seront tenus responsables des violations et où les avancées scientifiques de l'Iran ne seront pas jetées par la fenêtre. Nous avons payé un prix pour elles, donc il n'y a aucune raison pour que l'Iran le fasse. De plus, les États-Unis, lorsqu'ils menacent des pays avec des armes nucléaires, lorsque le régime israélien menace des pays avec des armes nucléaires, je pense qu'il est toujours raisonnable de s'assurer que vous avez cette option. Donc, nous en sommes là. Je vois que tout espoir d'un nouvel accord nucléaire est très difficile à atteindre. Pour le moment, les Iraniens sont très forts, ils sont très fermes, ils renforcent leur défense et leur capacité offensive, et les messages envoyés sont que nous n'allons pas discuter directement avec vous. Et donc, je pense que cela montre que l'Iran est prêt. Vous avez dit que l'Iran a du levier et qu'il y a une possibilité d'utiliser cela dans les négociations futures. Quel serait le principal objectif de l'Iran? Que voudrait-il accomplir dans une négociation? Voyez-vous quelque chose? Parce qu'en Europe, nous parlons maintenant de la manière d'avoir une réinitialisation plus large ou de corriger certaines des erreurs que nous avons commises au cours des 30 dernières années. Y a-t-il quelque chose de similaire à faire dans cette région? Quelque chose pour, je suppose, démêler certains des problèmes et conflits qui se sont accumulés depuis tant d'années? Ou, je ne sais pas, je suppose que c'est une question un peu difficile. Comment résoudre cette énorme énigme? Mais quelle serait l'approche principale? Nous devons toujours garder à l'esprit que le problème que les États-Unis ont avec l'Iran ne concerne pas son programme nucléaire. Ce n'est pas une question de droits de l'homme. Ce n'est pas une question de réchauffement climatique. Ce n'est pas une question de terrorisme. Tout tourne autour du régime israélien. C'est ainsi que cela a toujours été. Et tout cela vise à affaiblir l'Iran, à affaiblir la région, afin que le régime israélien puisse continuer avec son idéologie ethno-suprémaciste et qu'il puisse étendre son idéologie ethno-suprémaciste. Nous voyons maintenant que même si le régime Assad en Syrie est complètement indifférent à l'agression israélienne et à l'occupation d'une grande partie du territoire en Syrie, il bombarde toujours la Syrie. Les Israéliens les bombardent toujours. Et il y a des rapports selon lesquels, dans la récente vague de bombardements, ils ont tué un certain nombre d'officiers turcs. La Turquie ne l'a pas confirmé. Mais il y a ceux en Syrie qui disent qu'une poignée d'officiers turcs ont été tués dans les frappes aériennes. Donc ils sont impitoyables. Ce n'est pas seulement une question de résistance. Ils sont impitoyables envers tout le monde. Ce n'est pas seulement à propos de Gaza. Ils mènent un nettoyage ethnique en Cisjordanie. Comment résoudre ce problème? Parce que pour l'Iran, le véritable enjeu est Israël. Tout le reste n'est que secondaire.
Nos différences avec les États-Unis concernent le fait que les États-Unis et les Européens soutiennent un régime d'apartheid bien plus impitoyable que le régime d'apartheid en Afrique du Sud, quelque chose que l'évêque Desmond Tutu lui-même a dit avant le génocide à Gaza. Il a déclaré, après avoir visité la Palestine, que le régime d'apartheid en Palestine est bien pire que celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors pourquoi quelqu'un en Occident imaginerait-il que l'Iran tolérera un tel régime, alors que le monde n'a pas toléré l'apartheid en Afrique du Sud, et bien sûr en Afrique australe, car ce n'était pas seulement l'Afrique du Sud. C'est une question finale. Avez-vous une prédiction sur la direction que prend la région? Nous avons parlé dans le passé. Israël a des divisions très profondes en son sein. Il est engagé à Gaza. Il commet également des actes terribles en Cisjordanie, en Syrie et au Liban. Eh bien, il n'y a pas de manque de conflit au Yémen. Mais où pensez-vous que cela se dirige? Parce que lorsqu'il rencontre des difficultés, il semble redoubler d'efforts dans son aventurisme militaire. Avez-vous donc des attentes, des suppositions éclairées ou des prédictions sur la direction que cela pourrait prendre? Il est difficile de dire. Nous en avons discuté la dernière fois, comme vous l'avez justement souligné, et je n'aime pas me répéter, mais je pense que la véritable raison pour laquelle il y a une possibilité de conflit militaire avec l'Iran est la division en Israël. Je pense que c'est à cause de leur situation interne qu'ils continuent d'étendre la guerre. Je pense que c'est à cause du conflit interne qu'ils ont relancé le génocide à Gaza avec le feu vert de Trump, et que Trump bombarde le Yémen, et qu'Israël bombarde la Syrie, et qu'ils attaquent constamment le Liban, et qu'ils procèdent à davantage de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Cela a tout à voir, du moins en partie, avec le grand fossé interne entre les Juifs ashkénazes, les Juifs de l'establishment et les rivaux montants qui sont beaucoup plus fanatiques dans leurs croyances sionistes religieuses. Cela a donc beaucoup à voir avec tout. Et cela, je pense, est la force motrice, très probablement, ou une force motrice clé, qui pousse les États-Unis et le régime lui-même vers la guerre avec l'Iran. Sinon, comme je l'ai dit auparavant, les Israéliens ont perdu cette guerre. La plus grande défaite a été le fait qu'ils ont été démolis aux yeux du monde. Ils n'ont aucune crédibilité. Ils ne sont pas perçus comme humains ou civilisés aux yeux du monde. C'est quelque chose qui aura d'énormes conséquences, et elles seront permanentes. C'est comme vous ou moi, vous étant un professeur avec un certain degré de crédibilité dans la société, parmi vos voisins, parmi vos étudiants, parmi vos collègues, et puis soudainement, perdre tout cela de façon permanente et être méprisé comme, vous savez, ou moi méprisé comme un maniaque maléfique. Cela, je pense, est la pire chose qui puisse arriver à une personne. Mon honneur, ma dignité, vous savez, je pense que cela et celui de mes amis est plus important pour moi que probablement n'importe quoi d'autre sur cette planète, au moins. Donc pour le régime israélien, je pense que c'était la défaite ultime, et cela aura des conséquences permanentes. Et bien sûr, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas pris le Liban. Ils ont échoué à Gaza après tout ce temps. Ce ne sont pas des victoires, ce sont toutes des défaites. Le Yémen, je pense que rien de tout cela n'a été bon pour ce régime. Le régime aurait été intelligent de mettre fin à cela quelques semaines après le 7 octobre. Et je pense qu'une guerre avec l'Iran serait la défaite ultime. Certains en Iran, en fait pas mal de gens en Iran, je ne peux pas dire que c'est une majorité, mais pas mal de gens, pensent qu'il vaut mieux avoir une guerre et que l'Iran ripostera très fort, et cela détruira l'économie occidentale, et ils seront blâmés par le monde, à juste titre. Et l'Iran est capable de les frapper si fort, de détruire l'infrastructure pétrolière et gazière,
de détruire tout ce que le Qatar possède, de détruire tout ce que les Émirats possèdent, de détruire tout dans la péninsule arabique et probablement aussi le Caucase, et de mettre les économies occidentales à genoux. Beaucoup disent cela, et ils pensent que nous devons être forts et rapides et frapper très fort alors qu'ils viennent. Je n'aime pas la guerre. J'ai combattu comme volontaire dans la guerre pendant des années. Je serai prêt à me battre à nouveau demain, au Liban, au Yémen, en Palestine, en Iran, mais je suis fondamentalement contre la guerre. Mais je crois que s'il y a une guerre, les États-Unis perdront. Mais le monde perdra. Tout le monde perdra. Imaginez si, je veux dire, l'économie mondiale, quand elle s'effondre, vous aurez des millions, vous aurez des centaines de millions de personnes en mouvement. Je veux dire, en ce moment, ce que nous voyons, ce sont des immigrants, ou des immigrants illégaux, ou peu importe comment ils veulent les appeler, des réfugiés. C'est comme un petit ruisseau comparé à un fleuve puissant s'il y a une telle guerre. Car les personnes qui se déplacent maintenant augmenteront de 100 fois à mesure que l'économie mondiale s'effondrera. Ce serait catastrophique, ce serait totalement dystopique. Même si lorsque nous regardons des images de Gaza, nous avons déjà l'impression de vivre dans un monde dystopique. Ce qui adviendrait de la vie sur cette planète, je pense, à la suite d'une guerre dans le Golfe Persique, où tous les palais sont des palais de verre, ferait paraître ce qui se passe aujourd'hui très petit, en effet. Oui, j'aimerais que Trump ne prenne pas à la légère le fait de proférer des menaces aussi énormes et dangereuses. Cela pourrait déstabiliser toute la région, rien qu'avec ses tweets. Quoi qu'il en soit, professeur Marandi, j'apprécie toujours de parler avec vous. Merci encore. Merci, Glenn. C'est toujours un plaisir.